Je reçois Louis Bellavance, c'est le directeur de la programmation du Festival d'été de Québec. Bonjour Louis. Bonjour. D'abord, pour un auditoire qui est partout au Canada ou à l'étranger, parlez-nous de l'importance du Festival d'été de Québec. Il existe depuis 50 ans, mais c'est une grosse affaire. Oui, c'est le 51e cette année. C'est en fait le plus vieux festival musical au Canada. Et puis, dans la plus belle, oups, ça c'est personnel. C'est une belle ville, Québec. Mais c'est une ville historique, mais la plus vieille, en tout cas. Ville du Canada ou même d'Amérique du Nord. Donc, il y a quelque chose de très particulier. Ça se passe au centre-ville et ça prend toute la ville. Le centre-ville est complètement habité. Les scènes sont déconnectées les unes des autres. Donc, on se promène devant le Parlement, on descend vers la place Diouville, on remonte au Parc de la Francophonie et évidemment les Plaines d'Abraham où on a une capacité de 90 000 personnes, ce qui est assez unique. Donc, ça crée une impression vraiment, quand on marche la ville à n'importe quel moment dans cette période de 11 jours-là. On est dans le festival. On est dedans, on le vit. Et ça, c'est vraiment ce qui est particulier de cet événement-là. Les gens qui choisissent de venir nous voir de partout viennent voir la ville de Québec et le festival. Les deux sont indissociables. On ne va pas au festival d'été sans visiter Québec. La façon dont notre programmation est montée, on commence les spectacles vers 17h, donc les journées sont toujours ouvertes. Les gens viennent, ils vont aller visiter les musées, ils vont visiter la vieille ville, ils vont sortir de la ville pour aller en nature. On a les gens qui viennent de partout qui sont toujours impressionnés de voir qu'à 20 minutes, on a des montagnes ici ou ça, jouer au golf. Et en fin de journée, ils reviennent, ils se concentrent au centre-ville et là, ça se passe sur différents plateaux et même en basse-ville aussi avec les bars où on roule encore des spectacles là-bas pas mal. Et ce qui est facile pour les gens, c'est que ça fonctionne avec des passeports. C'est-à-dire, on achète un passeport et on a accès à tout, exactement. Oui, ça aussi, c'est vraiment unique. Le modèle d'affaires, effectivement, c'est un laissez-passer qui est bon pour 250 spectacles, 11 jours, à l'intérieur, à l'extérieur. Partout où vous allez, vous remettez pas la main dans vos poches pour un droit d'accès. Et en plus, ce laissez-passer-là est transférable. Donc, ce que les gens sont invités à faire, c'est de le partager. Deux familles de voisins vont en acheter deux chacun et ce soir, on s'en va voir Shawn Mendes. Les Dubois prennent les 4 laissez-passer et les Potvin, le lendemain, vont prendre les 4 laissez-passer pour aller voir un spectacle de hard rock qui va les intéresser un peu plus. Donc, les gens se partagent les laissez-passer, ce qui fait qu'on a toujours beaucoup de monde sur le terrain parce que les laissez-passer reviennent, même si c'est des personnes différentes qui les ramènent. Et ça, c'est vraiment notre marque de commerce qui est un modèle vraiment unique qui est arrivé presque par hasard, mais qui s'est développé comme ça, puis qui est devenu une grosse machine qui fonctionne bien. Qu'est-ce qui fait, vous êtes directeur de la programmation, qu'est-ce qui fait que vous êtes capable d'attirer des gros noms comme cette année, Neil Young, ce sera son seul concert au Canada. C'est une légende. C'est une légende, c'est important comme un Paul McCartney, comme un Roger Waters, c'est vraiment à classer tout en haut de la pyramide du classic rock et surtout parmi ceux qui sont encore là, qui sont encore actifs, qui donnent des performances encore incroyables dans le cas de Neil Young. Et puis, c'est extrêmement difficile d'attirer ces gens-là. Ça a péri pour moi. J'ai commencé à travailler ce dossier-là en 2012. Puis on y arrive. Ça fait 6 ans. Ouais, on y arrive maintenant où à chaque année, je suis allé visiter son équipe à New York au moins 2 fois par année, à faire des représentations, à commencer par se présenter, à présenter l'événement et à chaque année dire voici ce qu'on a fait d'intéressant aujourd'hui. Et là, de fil en aiguille, à un moment donné, on est capable de dire aujourd'hui, on avait les Rolling Stones en 2015 et là, ça marque l'imaginaire un peu. On avait les Who l'an dernier et à un moment donné, ces gens-là se disent pourquoi pas moi? J'ose espérer qu'ils en viennent à la conclusion qu'on est suffisamment important pour que ça fasse partie de leur parcours. Mais dans le cas de quelqu'un comme Neil Young, lui est intéressant à savoir qui sont les promoteurs, quel est le modèle d'affaires, c'est quoi l'enjeu vraiment. Et puis, on avait probablement les bonnes réponses pour lui. On est un organisme à but non lucratif, on l'a toujours été. Ça se passe sur les mythiques Plaines d'Abraham. Il a voulu connaître l'histoire des Plaines d'Abraham. Il a eu besoin de tout ça pour prendre une décision. Puis à un moment donné, il est arrivé à dire, d'accord, je le fais. Évidemment, il faut s'entendre sur l'argent. Il n'y a pas de secret là-dessus. Il faut s'entendre sur les conditions. Il faut être capable de jouer dans cette ligue-là et on est capable. Mais après, il y a toujours un ensemble de facteurs de timing, de présentation et on a eu la bonne nouvelle à un moment donné que ça y est, ça allait se passer cette année. Les gens l'attendent depuis les années 60, donc on est extrêmement heureux de l'accueillir. Mais vous mélangez à ça parce que vous êtes vraiment toutes sortes de musique. Oui. Vous allez avoir Lorde. Oui, on se promène. Une soirée de filles avec Cyndi Lauper et Milk and Bone. Avec Milk and Bone et Cyndi Lauper. Ça, c'est vraiment
Encore là, on voit dans une même soirée où il y a un fil conducteur avec l'énergie, la folie, le côté féminin, mais il y a aussi des grandes divergences dans tout ça qui sont intéressantes. Un métissage que moi, j'avais envie d'offrir. J'espérais que cette idée-là allait plaire d'abord à Cyndi Lauper, que je voulais pas l'offenser en lui offrant de venir faire un support sur une jeune artiste. Ils ont peut-être 50 ans de différence. Et ensuite, j'espérais que Lord allait être aussi ravi de cette proposition-là. Et ça a été le cas. Dans les deux cas, ils ont eu des réponses très favorables. La jeune demandait à contacter la plus vieille pour essayer de mettre la table avant cette rencontre-là. Elle était super emballée par ça. J'ai fait « bon flash. Maintenant, voyons voir concrètement ce que ça va donner. » Mais en théorie, en tout cas, on est sur un beau filon. Puis on fait beaucoup de... On est à propos de la diversité. Vraiment, on a à chaque soir une tête d'affiche francophone sur une scène ou sur une autre. On a Patrice Michaud qui va jouer sur la scène principale. On a Claude Pelgag qui va jouer à Place Diouville. On a Galaxy, les gars de rock de Galaxy qui vont nous faire un show au Parc de la Francophonie. On a Pierre Lapointe qui va jouer en salle à l'Impérial Belle. Donc, on en a à chaque jour, il y a une tête d'affiche francophone. Ça aussi, c'est assez unique parmi les grands événements, les grands rassemblements musicaux mondiaux. On a la Place Diouville où on a une concentration de musique non commerciale. Donc, on fait du world, on fait du jazz, on fait du blues, on fait du soul. On s'en va dans toutes les directions où on s'entend que c'est pas des trucs qui vont jouer au radio commercial. Et on a toujours un public pour ça, un public de curieux. On a une petite scène qui s'appelle la scène FIB qui est devant le Parlement où on fait que des découvertes, que des groupes inconnus d'un peu partout. Et on fait ça très tôt, à 17h, 18h30. Les gens viennent avant de s'en aller voir peut-être les grands noms. Et ils font des découvertes, ils font plein de trucs qu'on espère qui vont devenir des artistes plus importants dans les années à venir. Donc, c'est un mélange de tout ça. Cette année, vous ramenez quelqu'un qui avait eu des problèmes de pluie, de week-end. C'est à Foo Fighters qui avait Excusez-moi, Foo Fighters. Oui, Foo Fighters avait été rained out, comme on dit. On avait dû interrompre le concert après 4 chansons. C'est déjà un miracle qu'il ait joué 4 chansons parce qu'il pleuvait... à boire debout. À boire debout, la pluie à l'horizontale. La scène était remplie d'eau. À ce moment-là, Dave Grohl, le chanteur de Foo Fighters, était dans un trône métallique aussi. C'était très dangereux. Il y avait la jambe dans le plâtre. Des arbres ont pris en feu sur le terrain. C'était vraiment... C'est la plus grosse tempête de pluie qu'on a eue au festival de mémoire récente, parce que ça a quand même 51 ans, mais c'était vraiment l'apocalypse sur les plaines. Et les gens partaient pas. Les gens sont restés au moins 45 minutes à 1 heure après qu'on a eu terminé le show. Ils continuaient à crier, à demander qu'ils reviennent et ils ont fini par s'en aller. Et les gens étaient complètement trempés. Tout le monde qui était là, j'y étais. Les gens enlevaient le vêtement, en tout cas en partie, parce que c'était vraiment un moment unique. Mais c'était formidable aussi. Dans ces festivals-là, les intempéries peuvent créer une forme de magie que rien d'autre peut arriver à créer. On l'a vu à Woodstock. Un peu comme dans le temps de Woodstock. Exactement. Puis la même chose à Woodstock en 94, quand ils l'ont refait la deuxième fois, où il y avait... C'est mis à pleuvoir. Puis là, les gens jouaient dans la boue. Complètement folle. Et c'était tellement marquant. Moi, j'y étais. C'est un des souvenirs les plus importants, en fait, de cet événement-là pour moi. Et puis, ça a créé une magie incroyable avec les Foo Fighters en 2015. Et là, les gens les attendent de pied ferme et on remet ça cette année avec un nouvel album qui a gagné Grammy de l'album de l'année rock. Et les Foo Fighters savent qu'ils viennent finir ce concert-là. C'est pas un concert parmi tant d'autres. Depuis hier, ils ont tweeté. On vous l'avait promis, on revient, attendez-nous. Donc, il y a vraiment quelque chose de spécial. Les gens sont surexcités. Les gens vont venir de partout pour voir ce mariage-là qui avait été interrompu il y a quelques années. J'ai fait référence à The Weeknd. The Weeknd que vous mixez avec Chroméo. Oui. 2 petits gars de la Rive-Sud, absolument, de Montréal, de Brassard. Oui. Et les gars de Chroméo qu'on cherchait à faire depuis longtemps, qui ont une belle carrière internationale. Oui, qui ont connu vraiment des trucs qui ont super fonctionné. Ils sont très connus à New York, ailleurs. Exactement. Puis ils ont un univers qui se marie bien, je trouve, à celui de The Weeknd. Puis ça fait longtemps qu'on voulait le faire et là, on a trouvé cette proposition-là, évidemment, qui n'ont pas tardé à accepter. C'était une belle mise en scène et ça plaisait aussi beaucoup à Weeknd comme collaboration. Donc, on est vraiment content d'avoir notre spectacle d'ouverture. Et The Weeknd, c'est canadien, mais c'est mondial, c'est planétaire. C'est un des plus grands artistes en ce moment depuis 2 ou 3 ans. Ramasse les prix sur toutes les
tribune, en streaming, en billetterie, de toutes les façons où on veut le regarder. Ce gars-là a une carrière gigantesque. Et puis, on est vraiment heureux de pouvoir lancer le festival avec lui cette année. Donc, on va mettre l'hyperlien pour que les gens puissent aller sur le site web pour se procurer des passeports. Il y a eu des préventes, mais il y a une autre vente qui va se faire, je crois, au mois de juin? Oui, on a une mise en vente. En fait, il y a eu une prévente hier. Il y a une mise en vente officielle jeudi, aujourd'hui, à midi. Et ça va continuer jusqu'au festival ou jusqu'à épuisement des stocks. Et en juin, ce qui arrive, c'est qu'on hausse le prix si on n'avait pas vendu tous les laissez-passer, qui sont, soit dit en passant, seulement 100 $ pour tous ces spectacles-là. Donc, c'est le prix d'un spectacle et on en donne 249 gratuits en prime. Et puis, donc, ça commence jeudi à midi. Louis Bellavance, directeur de la programmation du Festival d'été de Québec, merci beaucoup. Merci à vous, c'est un grand plaisir.